Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Ce soir, nous nous intéressons à un cancer fréquent, mais duquel nous n'en parlons pas assez. Il s'agit du cancer du col de l'utérus qui occupe la deuxième place des cancers qui touchent les femmes. Après celui du sein, il est considéré comme une cause majeure de décès par cancer chez les femmes dans notre pays. Ce cancer est associé à une infection génitale par un papilloma, virus humain, une infection virale la plus fréquente des voies génitales. Selon les statistiques de l'Organisation mondiale de la santé, 500 000 cas de cancer du col de l'utérus sont recensés chaque année, dont plus de 80% dans les pays en voie de développement. Cette maladie, qui se manifeste à un stade avancé, provoque la mort d'environ 300 000 femmes annuellement. En Algérie, nous enregistrons quelque chose comme 1600 nouveaux cas, notamment chez les plus de 55 ans. Certains cas arrivent au traitement dans le deuxième, voire troisième stade de la maladie, d'où l'importance de la pédagogie et de la prévention. Avec mes invités, justement, on reviendra sur l'importance du dépistage précoce, mais aussi de la vaccination. Et pour en parler, j'ai le grand plaisir de recevoir ce soir professeur Smati Leila. Vous êtes pédiatre, vous êtes membre du comité consultatif de vaccination. Bonsoir. Bonsoir. J'ai également le grand plaisir de recevoir Dr Belboula Nawel. Vous êtes gynécologue libéral. Bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. C'est moi qui vous remercie de l'avoir accepté. J'ai également le grand plaisir de recevoir professeur Bendaoud Brahimi Hafida. Vous êtes chef de service gynécologie à l'hôpital de Kouba, à Alger. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Ravi de vous retrouver. Je rappelle que vous êtes une habituée de cette émission maintenant. J'ai également le grand plaisir de recevoir professeur Saïdi Djouadi Assia. Vous êtes également gynécologue à l'hôpital de Kouba. Bonsoir. Bonsoir à tous, merci pour l'invitation. Merci à vous quatre de venir sensibiliser autour de cette thématique. J'ai le grand plaisir de recevoir ce soir 4 femmes pour parler d'une thématique qui touche beaucoup de femmes justement. Alors dans le monde, on recense quelque chose comme 18 millions de nouveaux cancers par an. Le cancer du col de l'utérus est le 6e après le cancer du sein, le cancer de la prostate, le cancer du poumon et le cancer du côlon et du rectum. Il s'agit du deuxième cancer chez les femmes après le cancer du sein. On retiendra malheureusement ce chiffre que je disais en préambule. 300 000 décès sur 500 000 infections. Également chez nous, on parle à peu près de 50% de décès. C'est énorme, professeur Bendaoud. C'est quoi le problème? Pourquoi on a autant de mortalité sur le cancer du col de l'utérus? Est-ce qu'on ne fait pas suffisamment de pédagogie? Est-ce qu'on réussit pas finalement le pari de la prévention? La mortalité est élevée dans le cancer du col. Il faut faire la part des choses. Il y a des cancers et cancers. Le cancer du col est très ce qu'on appelle lymphophile. C'est-à-dire qu'il va passer rapidement dans le sang et donc métastaser. Aller partout, un peu dans tous les organes. Et c'est ce qui fait le danger de ce cancer. Alors qu'en fin de compte, c'est une pathologie qu'on peut facilement dépister. On l'a sous les yeux. C'est ça l'avantage et le désavantage de cette pathologie. Vous me tendez la perche. Il y a eu justement un programme national de lutte contre le cancer du col de l'utérus entre 2001 et 2007 qui a eu d'excellents résultats. On a parlé à l'époque de plus de 200 000 frottis réalisés. Mais finalement, il n'y a pas eu de suite, professeur Bendaoud. Pourquoi? Alors, au moment du premier programme pour la lutte contre le cancer, le dépistage du cancer du col, il y a eu pas mal de gens formés, des gens, des lieux destinés au dépistage. C'était un peu partout, c'était dans les polycliniques, je ne sais pas si vous vous en souvenez, qui ont un petit peu disparu, maintenant qu'on appelle le PSP, il y a dans tous les centres. Dès qu'on avait une femme sous la main, on faisait notre dépistage. Ce dépistage se faisait par les yeux et par le frottis cervico-vaginal. Et puis il y a eu tout un guideline en fonction de la réponse de ce frottis. Actuellement, le programme a réussi parce qu'on a vraiment diminué puisqu'il est devenu, il était premier cancer de la femme, il est devenu... On parlait de 5 millions de femmes qui étaient appelées à se faire dépister à l'époque. Exactement, et maintenant il est resté deuxième parce que maintenant on passe au dépistage du cancer du sein. Oui, absolument. Voilà. Oui. Alors le cancer du col de l'utérus, professeur Saïdi, est une maladie qui évolue lentement. On va le voir de toutes les manières tout au long de cette émission.
Mais malheureusement, les femmes arrivent à des stades, on le disait, même en préparant cette émission, les femmes arrivent à des stades avancés. Pourquoi, selon vous, est-ce qu'on n'en parle pas assez? C'est une maladie taboue. Est-ce que c'est une maladie aussi limite honteuse? Parce qu'elle est, on va voir qu'une des premières causes, c'est le HPV qui est transmis sexuellement. Dites-nous un peu, est-ce que c'est tabou? Tabou, je ne pense pas. Vous savez très bien que le cancer du col, l'agent causal, c'est le papillomavirus humain, oui. Et qu'il y a eu quand même des campagnes de dépistage et tout un programme national de dépistage en ce sens et qui a quand même réduit l'incidence du cancer du col dans notre pays. Donc ça, il faut le reconnaître depuis des années. Le problème, c'est que... Vous pensez aujourd'hui que les femmes sont suffisamment sensibilisées? Elles ne le sont pas suffisamment parce qu'il n'y a pas d'information par le biais des médias. Qu'elles ne sont pas toutes dépistées. Malheureusement, on ne dépiste pas toutes les femmes à l'échelle nationale. Et là, il y a la couverture n'y est pas sur le plan national. Donc, celles qui sont dépistées, c'est celles qui ont toujours le même médecin et elles ont leur frottis régulièrement. Et quand il y a des anomalies, elles sont ensuite orientées en consultation spécialisée pour une colposcopie. Mais malheureusement, ce n'est pas toutes les femmes qui sont dépistées. Elles ne sont pas informées. Le personnel médical aussi ne suit pas. Donc, elles sont prises en charge. Finalement, vous avez parlé des médias, mais le travail de sensibilisation ne se limite pas, malheureusement, aux médias. La sensibilisation, on devrait avoir une véritable politique, justement. Du personnel de santé. Absolument. Donc, personnel, voilà, des pouvoirs publics aussi. Tout à fait. Donc, vous avez les sages-femmes, les médecins généralistes, les sages-femmes et les médecins généralistes et les gynécologues qui sont censés justement dépister toutes ces femmes qui viennent consulter, quel que soit le motif de consultation. Même si elle est enceinte, on peut faire un frottis, ce n'est pas interdit. Si elle n'a jamais fait de frottis, eh ben, mon Dieu, j'en profite et on le fait tout de suite. Mais il faudrait le faire et expliquer aux femmes qu'à partir de 25 ans jusqu'à 65 ans, on est censé faire un frottis tous les ans pendant 2 années successives s'ils sont normaux et ensuite on le fait tous les 3 ans jusqu'à l'âge de 65 ans. Il est vrai que maintenant, l'idéal, c'est, on parle du test HPV de première intention. Mais bon, il faudrait que ce soit mis en application, c'est pas demain la veille. Voilà, donc c'est vrai que ça simplifie les choses, effectivement. Ça simplifie parce qu'il y a un problème d'observance et les malades ne reviennent pas. Mais en attendant aussi, le frottis tel qu'il est fait aujourd'hui, ça reste quand même un examen simple à faire. C'est un examen complémentaire, c'est un examen facile, c'est l'organe le plus accessible. Il suffit de mettre un spéculum, de visualiser ce col, et c'est un examen qui ne fait pas mal, qui coûte pas cher et qu'on peut répéter. Donc il faudrait que tout le monde s'y mette pour essayer de justement... cibler toute la population féminine. Oui. Professeur Smati, on parle dans ce début d'émission d'un pilier, vous allez me dire, de la lutte anti-cancer, qui est la prévention, qui passe essentiellement, dans le cas échéant, du renforcement peut-être de la politique de prévention, d'un lancement aussi, du renforcement du dépistage, mais aussi, pourquoi pas, introduire le vaccin anti-HPV qui a aujourd'hui prouvé son efficacité. Est-ce que c'est prévu chez nous ? Totalement, c'est le pilier fondamental de la stratégie d'élimination du cancer du col que faire la prévention primaire, c'est-à-dire vacciner les enfants à un âge qui sera choisi, à partir de l'âge de 9 ans, et chaque pays choisit dans une fourchette d'âge la population à vacciner, le lieu, les modalités. Oui, je réponds oui. En Algérie, bien entendu, on ne peut pas faire abstraction de l'évolution mondiale, des recommandations de l'OMS qui ont mis la vaccination HPV comme un acte de prévention à faire chez les enfants. Et nos enfants, maintenant que nous vaccinons contre 11 maladies, la 12e maladie, ça sera très certainement le vaccin HPV, qui est une continuité de la protection de nos enfants, parce qu'on a la chance, pour une maladie non transmissible, non infectieuse, d'avoir un vaccin. C'est une excellente décision, quand on comprend aujourd'hui que c'est prévu, même si on n'a pas de date fixe pour le moment. Mais est-ce que vous ne pensez pas aussi que quelque part on a mis beaucoup de temps finalement à se décider? Ça dépend le temps, comment on le situe. Il y a 6 ans... On en parle depuis plusieurs années quand même, de la vaccination anti-HPV. Oui, elle fait partie du plan cancer 2015-2019. C'est la partie, le point 36 de cette de ce plan cancer dans lequel il y a l'HPV que nous avons, l'hépatite, et il y a l'HPV qui est inscrit comme une action.
qui est là, mais il y avait d'autres priorités qui étaient la vaccination, les infections invasives à pneumocoque, les oréons, la rubéole, qui sont autrement plus mortelles comme maladie de la petite enfance, qui ont été introduites. Puis il y a eu Covid, qui a fait quand même une grande parenthèse, un grand silence, qui explique cet écart entre le précédent changement de 2016 et le futur changement qui interviendra maintenant avec l'HPV. On doit l'espérer pour quand ? Alors ça, c'est une réponse qui dépend d'interlocuteurs moyennement, très différents. Est-ce qu'on peut avoir une estimation approximative ? On peut dire c'est en termes d'années ou en termes de mois ? Ah non, c'est pas en termes d'années. Parce que mettre le vaccin, c'est acté. C'est-à-dire c'est un vaccin qui va être introduit dans le calendrier. Les modalités, le moment dépendent d'autres facteurs. Il y a choisir d'abord les cibles. Donc il y a des indicateurs scientifiques que le comité technique de vaccination va bien entendu formuler à la demande de la direction de la prévention, mais au-delà de cela, il faut l'intégrer dans une stratégie globale qui est la stratégie du dépistage, du traitement, mais qui peut être mis en place indépendamment des autres actions, mais qui doit être dans un plan global, qui doit dépendre aussi d'une programmation, d'un financement, de beaucoup de choses qui font que c'est pas en année, mais je peux pas vous donner une date raisonnablement. C'est pour bientôt. Si c'est pas en année, c'est déjà pour. C'est acté, ça sera fait. C'est pour bientôt et c'est viendront très rapidement. Ça va être obligatoire, hein, c'est ça ? Vous me le confirmez ? Tous les vaccins en Algérie pour l'instant sont des vaccins obligatoires. D'accord. Et ce n'est pas théoriquement, ils devraient faire partie, s'ils rentrent dans la vaccination des enfants, il fait partie du décret de 69 où toutes les vaccinations sont obligatoires. D'accord. Alors je rappelle juste, parce qu'aujourd'hui on a suffisamment de recul sur l'efficacité de ce vaccin. Dans moins de 20 ans, l'Australie n'aura plus de nouveaux cas de cancer du col de l'utérus. La proportion des femmes âgées de 18 à 24 ans, porteuses des deux principaux types du virus responsable de la maladie, a chuté de 23% à 1% entre 2005 et 2015. C'est le résultat d'une campagne de vaccination lancée depuis 2007. C'est dire à quel point la vaccination anti-HPV a eu des résultats spectaculaires dans un pays comme l'Australie ou la Nouvelle-Zélande. Alors c'est une maladie, on le dit depuis tout à l'heure, docteur Bulboula, qui évolue lentement, 10 à 15 ans à peu près quand on a une infection par HPV pour avoir un cancer. Et pourtant on voit beaucoup de femmes qui arrivent malheureusement à des stades tardifs. C'est la faute à qui, j'ai envie de dire ? Est-ce que les gens ne consultent pas ? Est-ce que les femmes ne savent pas c'est quoi l'enjeu ? Quand on dit à une femme par exemple qu'elle est porteuse du HPV et qu'elle ne fait pas minutieusement son suivi chez son médecin, c'est la faute à qui finalement ? D'abord, j'aimerais peut-être ouvrir une parenthèse et décrire un petit peu ce que c'est qu'une infection à HPV. Oui. On va y arriver peut-être plus tard, docteur Bulboula, c'est la question que je vais vous poser plus tard, juste après le reportage. D'accord. Mais allez-y, il n'y a pas de souci. Ok, donc une infection à HPV n'aboutira pas forcément à un cancer du col de l'utérus. Oui. C'est-à-dire que l'HPV est une infection inévitable chez 80% des femmes sexuellement actives. Elles vont le contracter au cours de leur vie. Maintenant, nous aurons deux types d'HPV, HPV oncogène et HPV non oncogène. Celui qui nous intéresse, c'est l'HPV oncogène à haut risque. Ce qui se passe, la faute à qui ? Je dirais que nous sommes tous coupables. Il y a une part des patientes qui sont un petit peu négligentes par rapport au dépistage du cancer du col, peut-être par manque d'information. On a trop focalisé, je pense, sur le cancer du sein au détriment de celui du col. Et il faudra que tout le personnel médical, comme l'a dit professeur Saïdi, s'y mette pour profiter de chaque consultation et sensibiliser la patiente et lui faire ce test de dépistage qui est très simple d'ailleurs et très accessible. Juste pour rappel, peut-être qu'on insiste souvent sur le cancer du sein parce que ça reste quand même le cancer, celui qui touche plus de monde avec 15 000 nouveaux cas par an, c'est-à-dire comparativement quand on voit les chiffres avec 1600, vous allez me dire que les chiffres sont probablement biaisés certainement, mais quand même c'est beaucoup plus important. C'est pour ça peut-être que le poids ou la sensibilisation sur le cancer du sein reste importante. Néanmoins, on devrait faire autant de pédagogie pour les autres cancers. Je suis entièrement d'accord avec vous. Je vais vous inviter, mesdames, à regarder un reportage justement qui revient sur une rencontre sur la sensibilisation, sur la prévention du cancer de l'utérus et l'importance de la vaccination contre le HPV. C'est un reportage signé Samia Bouhadar. Regardez. Le cancer du col de l'utérus est le 4e cancer le plus courant chez la femme dans le monde. L'Algérie n'est pas en reste. Les données récentes parlent de 1500 nouveaux cas en moyenne chaque année. La cause principale, d'après les spécialistes, le virus HPV.
Le HPV, c'est le papillomavirus, c'est le facteur qui est incriminé dans le cancer du col de l'utérus. Donc si on évite d'avoir ce vaccin, cette infection par la vaccination, on va éradiquer le cancer du col de l'utérus. Les spécialistes affirment aujourd'hui que le cancer utérin peut être prévenu grâce à la vaccination ou guéri grâce à un dépistage précoce. En Algérie, 14% seulement de femmes entre 30 et 49 ans se font dépister, ce qui représente un taux très faible. Réunir quelques experts qui sont dans le domaine pour essayer de donner, à travers vous les journalistes, la meilleure image, la plus exacte possible en termes d'impact, mais il est clair qu'il y a d'autres experts qui ne demandent qu'à être consultés pour qu'on puisse former une base de données la plus fiable possible en termes de nombre de femmes dépistées et aussi de nombre infectées par l'HPV qui, rappelons-le, voilà, peuvent, s'ils sont infectés, développer un cancer dans les 10 à 15 prochaines années. Des experts nationaux et internationaux ont présenté lors de cette formation des données épidémiologiques mondiales et algériennes concernant l'utilité et l'efficacité de la vaccination, en tirant l'exemple des pays modèles comme l'Australie et les Nouvelle-Zélande qui ont déjà adopté cette solution. Cette vaccination a montré déjà des premiers résultats. Il faut savoir que le cancer du col dont on parle se développe sur 15 ans. Donc aujourd'hui, pour évaluer cette vaccination qui a été faite, on ne peut pas attendre que les femmes aient le cancer du col pour savoir si ça marche. Donc on utilise des astuces, des indicateurs, des éléments qui nous disent que si une femme n'a pas une lésion précancéreuse, elle n'évoluera pas vers le cancer. Donc on prend la lésion précancéreuse comme l'indicateur et on évalue cette lésion précancéreuse qui arrive bien plus tôt que le cancer. La lésion précancéreuse arrive au bout de 5-6 ans. En attendant d'instaurer la vaccination contre ce type de cancer, les spécialistes insistent sur la nécessité de faire un dépistage précoce et régulier, surtout que de nouvelles techniques existent comme le frottis cervico-utérin ou encore le test PCR. Alors on a vu justement cette rencontre qui a eu lieu depuis quelques temps déjà sur la sensibilisation et la prévention du cancer du col de l'utérus. Professeur Smati, on a vu plusieurs spécialistes qui étaient sur place, qui ont unanimement appelé justement à instaurer la vaccination. Aujourd'hui, nous avons suffisamment de recul sur l'efficacité des vaccins anti-HPV. Totalement. L'efficacité des vaccins en fonction de ce qu'ils contiennent, comme si c'est 2 ou 4 ou 9, ça dépendra du choix. Oui. Mais quel que soit le vaccin qu'on choisira, leur efficacité est prouvée et surtout leur innocuité. C'est ça qu'il faut annoncer aux parents, parce que nous, on va s'adresser à des enfants, donc ce sont les parents qu'il faudra sensibiliser pour leur dire que c'est complètement safe. C'est pas un vaccin qui est vivant, il ne contient pas d'adjuvants, il ne contient pas de particules virales vivantes. Donc c'est vraiment un vaccin qui est complètement bien supporté, qui donne une protection beaucoup de 1 à 4 fois supérieure à la protection due à l'infection naturelle. Parce que comme disait la collègue, quand on fait une infection, on peut éliminer et faire des anticorps, mais la protection conférée par la vaccination est de loin supérieure et bien sûr bénéfique parce qu'il n'y aura pas les effets secondaires de l'infection. 70% à peu près, c'est ça? Pardon? 70%, on parle à peu près. 70%, c'est un chiffre statistique, mais en termes de population, quand on a vacciné 90% des filles à l'âge de 15 ans à l'horizon 2030, et c'est ce qui est inscrit par l'OMS dans l'agenda 2020-2030, il faudra que d'ici 2030, quand ce vaccin sera introduit, que 90% au moins des filles de 15 ans ont reçu le vaccin HPV, pour lequel il y a des changements dans les schémas maintenant qui sont allégés avec probablement une dose, ce qui permettra une meilleure accessibilité et application du schéma vaccinal. Oui. Professeur Bendaoud, on a vu beaucoup de spécialistes dans cette rencontre. Est-ce qu'aujourd'hui, vous, gynécologue, j'imagine que vous aussi, vous appelez régulièrement à l'introduction de ce vaccin. Est-ce que vous vous sentez écouté ? C'est-à-dire que pour le moment, comme il y a les discussions entre experts et on attend leur réponse plutôt.
Oui. On n'est pas à écouter, puisqu'on n'a rien à dire pour le moment, le temps que tout sera mis en place, les carnets vaccinaux, les échéanciers, la stratégie vaccinale, qui, quoi, comment, où. À ce moment-là, nous, on aura donc un peu notre mot à dire. Mais ce qui est sûr, c'est que ça sera appliqué. Absolument. Professeur Saïdi, oui, sur la même question, vous vous sentez écouté, c'est-à-dire, est-ce que vous parlez suffisamment, est-ce que la communauté scientifique aujourd'hui est écoutée quand elle parle des bénéfices justement de ce vaccin, parce qu'on a mis beaucoup de temps pour prendre une décision? Je pense que oui, puisqu'il y a eu l'exemple de l'Australie qui a fait ses preuves, plus de 10 ans. Donc là, tout le monde est unanime sur l'importance de la prévention primaire et donc de la vaccination anti-HPV. C'est le seul moyen d'éradiquer, si on peut dire éradiquer le cancer du col. Oui. Donc, déjà réduire la circulation de ce virus, ça aussi c'est très important quand on arrive, vous parlez justement des taux de vaccination, quand on arrive à vacciner un grand nombre de la population, on arrive à réduire la circulation du virus, et ça c'est très important. Docteur, c'est une chance inouïe d'avoir un cancer viro-induit qui est grave, dont la prise en charge est lourde et coûteuse, qui est facilement éradicable par un vaccin. Oui. Donc il faudra en profiter et établir des stratégies. Absolument. C'est un cancer évitable, ne serait-ce que par la vaccination et le dépistage. Oui, c'est ce que j'allais dire. Oui, la vaccination, oui, mais il ne faut pas qu'on interroge les gynécologues et le personnel qui est concerné, pas que les gynécologues, tous les médecins, que sur la vaccination. C'est un pilier, mais qui est indissociable du reste, parce qu'il ne dispense pas du suivi, du dépistage et de. Donc ça sera de concert. C'est un plus indéniable, indiscutable, auquel tout pays qui a réglé les problèmes des grosses maladies infectieuses, et on a les principaux vaccins contre les plus graves des infections du petit enfant, bien entendu contre le cancer, c'est ce vaccin, mais qui doit être intégré dans cette politique. Et donc les obstétriciens, les gynécologues, les généralistes, les sages-femmes, tous les médecins généralistes doivent prendre cette vaccination comme un plus d'une action globale, parce que le programme d'élimination du cancer n'a pas comme seul acte la vaccination. C'est associé au reste. Oui, c'est clair, on le disait de toutes les manières, c'est un des piliers de la prévention. À ce que je voulais passer comme message. N'oublions pas, vaccination, oui, on valide. Mais le dépistage, c'est ce qui a fait le succès. On y arrive, professeur Bendaoui. Oui, on y arrive. On le dit depuis tout à l'heure, en tout cas, que ça ne suffit pas, que ça n'exclut pas le dépistage absolument. Je vais vous reposer la même question. On parle depuis tout à l'heure du HPV, du papillomavirus. Qu'est-ce que le HPV finalement, docteur Bulboula? Alors, le HPV, ou Human Papillomavirus, est un virus très répandu dans le monde entier. Comme je l'avais dit tout à l'heure, 80% des femmes sexuellement actives vont être infectées par de l'HPV durant leur vie. C'est inévitable. La plupart feront des infections asymptomatiques ou transitoires. La clairance... Certains ne vont même pas s'en rendre compte. Absolument, absolument. Oui. Donc, elles vont éliminer leur infection par leur immunité naturelle au bout de 18 mois jusqu'à 3 ans. Ce qui nous intéresse, nous, c'est l'HPV oncogène ou l'HPV à haut risque, puisque le non-oncogène n'aboutira jamais au cancer. Ça veut dire qu'il y a une centaine à peu près de HPV, c'est ça? Absolument. Oui. Donc l'HPV non-oncogène ne donnera jamais de cancer. L'HPV à haut risque n'est pas égal cancer. Les deux peuvent s'associer également. Donc ce qui nous intéresse, nous, c'est la recherche de l'infection à HPV à haut risque persistante et chronique qui va ouvrir la porte aux anomalies cellulaires et à une éventuelle cancérisation. Oui. Aujourd'hui, il existe des tests, alors en dehors du frottis, il existe des tests qui nous permettent justement de savoir est-ce que le HPV qu'on porte ou que porte X ou Y est oncogène ou pas, cancérigène ou pas. Mais justement, c'est le test HPV, c'est le génotypage et qui permet d'avoir les types 16 ou 18 ou 31 ou tout un groupe et qui permet de savoir si ces femmes portent un HPV oncogène ou non.
Et c'est un test qui a une sensibilité pratiquement de 100%. C'est la PCR, c'est la polymérase chaîne réaction, et qui donne 100% de spécificité. Donc on ne peut pas se tromper. Contrairement au frottis, où la sensibilité est imparfaite, il y a de faux négatifs et qui est presque de l'ordre de 30%. Donc un frottis négatif n'élimine pas une lésion. C'est pour ça que le dépistage doit être codifié, et que quand on fait un frottis qui est impératif, on le refait au bout d'une année pour être sûr que ce frottis est normal. Et ensuite, on peut se permettre, c'est une malade qui rentre dans le cadre du dépistage, le refaire au bout de 3 ans jusqu'à l'âge de 65 ans. Oui. Mais toutes celles qui ont des anomalies au frottis, des anomalies cytologiques, et qui présentent des lésions précancéreuses, celles-là sont orientées en consultation spécialisée de colposcopie pour être prises en charge et traitées selon le cas. Absolument. Comment le contracter, professeur Bendaoud? On a parlé de transmission sexuelle, mais pas que, finalement. On peut dire 99,99%. Hein. C'est une qu'on appelle une IST ou une MST à l'époque. Maladie sexuellement, voilà. C'est une dès qu'il y a un contact humain entre partenaires, quel que soit, il y a un risque de contamination. Oui. Si, je voulais juste rajouter quelque chose par rapport à ce qu'a dit professeur Saïdi, c'est qu'effectivement le frottis a ses limites. Oui. Autrefois utilisé comme seul moyen de dépistage, actuellement il n'est plus suffisant puisque nous avons 30% de faux négatifs qu'on essaye de rattraper par le deuxième frottis après 1 an si le premier est normal pour espacer ensuite à 3 ans. Mais il faut savoir aussi qu'il y a certains pays qui ont introduit le test HPV en première ligne de dépistage parce qu'un test HPV négatif exclut quasiment la présence d'HPV à haut risque et nous donne une sécurité de 5 ans. Oui. Faudrait-il qu'il soit disponible? Est-ce qu'il l'est? Oui. Est-ce qu'il est disponible? Oui. L'Institut Pasteur, oui, on travaille régulièrement avec l'Institut Pasteur. Est-ce que le préservatif protège du HPV? Non, puisqu'il y a un contact externe et on peut être contaminé même avec un préservatif. Même avec un préservatif. C'est-à-dire pour rappeler encore une fois qu'il est très important de se faire dépister, et encore une fois l'importance de la vaccination, professeur Smati, parce qu'on a tendance à croire qu'on peut se protéger peut-être autrement ou prévenir autrement. Non. Et finalement, non, on ne peut pas se protéger avec. Il faut avoir des anticorps avant l'infection. C'est pour ça qu'il faut le faire chez l'enfant. Le système immunitaire est beaucoup plus réactif. Les vaccins disponibles aujourd'hui, professeur Smati, couvrent tous les types de HPV, ou alors on cherche finalement à se vacciner contre les plus oncogènes? Comment ça se passe? Le plus grand, il a 9. Le non-invalent. Il en a 9, et donc voilà, après on choisit 2 ou 4 ou 9, ça dépendra des objectifs qu'on aura fixés, des données épidémiologiques chez nous, des sérotypes qui circulent chez nous. Donc il y a beaucoup de facteurs qui interviennent pour choisir quelque chose qui sera pérenne, une action qui sera pérenne, qui touchera le maximum de personnes et qui donnera des résultats de couverture vraiment qui soient les plus efficients. Et donc il y a des différences entre les schémas, entre les vaccins, et donc le choix se fera, mais en tout cas même le vaccin à 2 ou 4 ou 9 protège efficacement contre les 2, 4 ou 9 qui contient, qui sont de toute façon oncogènes. Ce sont ceux-là qui... On vaccine généralement à quel âge? Vous en avez touché un mot tout à l'heure. Vous avez dit ça sera probablement... Au-delà de l'âge de 9 ans, parce qu'il n'y a pas de recommandation avant cet âge, et idéalement avant l'âge de 15 ans. Et l'OMS dit que c'est... Mais il y a des protocoles qui vont jusqu'à 24 ans, il y a des protocoles, ça dépend, mais le gros de la vaccination, c'est aujourd'hui, entre 9 et 14 ans. Oui, si vous permettez, professeur. C'est-à-dire aujourd'hui, je vous pose cette question parce que si cette année ou l'année prochaine, on a la chance d'avoir le HPV chez nous, peut-être qu'il y aura des femmes candidates qui voudraient faire le rattrapage vaccinal. Est-ce que ceci serait possible? Alors, une vaccination est une politique de santé publique qui engage un engagement du pays, donc qui cible une vaccination. C'est comme quand on introduit un nouveau vaccin, on cible une population. Il n'est pas question de faire ça dans le désordre, parce que le désordre, in fine, quand une femme se fait vacciner sans indication dans un programme établi, quel est le résultat à l'échelle d'une population? Donc non, ça ne se fera pas comme ça. On va aller avant l'infection,
Et donc, on va aller chez les enfants. Et on a la chance en Algérie d'avoir une santé scolaire qui est très bien organisée, qui est rompue à la vaccination. Les parents sont habitués. Donc, dès lors que le vaccin sera introduit et figurera dans le calendrier, les médecins de santé scolaire des UDS, unités de dépistage et de suivi, l'appliqueront. On n'a aucune inquiétude au niveau du comité quant à l'application de ce vaccin quand les critères seront été établis sur... Oui. Docteur Saïdi, il n'y a pas que les femmes qui peuvent être porteuses du HPV. Bien sûr, de toute manière, comme on dit, c'est une infection sexuellement transmissible. Donc, il faut examiner le partenaire ou le conjoint. Et très souvent, on a des patientes qui viennent avec des condylomes vulvo-vaginal et même anal. Et on demande à examiner le conjoint. Donc, très souvent, on fait appel à des collègues gynéco-hommes parce que c'est un petit peu gênant. Le mari n'acceptera jamais qu'une gynéco l'examine. Oui. Et on fait une péniscopie chez le mari pour vérifier qu'il n'y a pas de lésion. Et auquel cas, il faudra le traiter. Oui, il faut dire aussi que, je vous pose cette question aussi quelque part, pour dire aux gens qui nous regardent qu'aujourd'hui, notre thématique, c'est le cancer du col de l'utérus, mais le HPV est responsable aussi sur beaucoup d'autres cancers. Oui, il y a le cancer de la vulve, du vagin, anal et des voies de l'oropharynx. De la verge aussi. Voilà, de la verge et de l'oropharynx. Donc, tout le monde est incriminé, que ce soit l'homme ou la femme. Donc, c'est le couple qu'il faut traiter, qu'il faut prendre en charge. Oui. Alors, il y a une question aussi que beaucoup de gens se posent. Est-ce qu'on peut le contracter justement? J'ai levé le doigt. Oui, on va y arriver. Alors, je vais vous donner la parole, professeur. Juste avant que j'oublie. Alors, la question, est-ce qu'on peut le contracter aux toilettes publiques, par exemple? Vous savez, c'est un virus qui est très résistant, c'est vrai, qui est très contagieux aussi. Très contagieux. C'est vrai qu'à 99%, on dit qu'il est sexuellement transmissible. On dit c'est par les objets souillés. Donc tout ce qui est souillé, peut-être sur les surfaces. C'est toutes les surfaces qui sont souillées. Donc voilà, ce n'est pas à exclure. Oui, professeur Boudaoui, je vous donne la parole. J'adore. C'est toujours le réveil de l'obstétricienne chez moi. Oui, je comprends. Plus la mère et l'enfant. C'est-à-dire, vous parlez d'une maman qui est porteuse du HPV. Est-ce qu'elle peut le transmettre? Elle peut le transmettre pendant l'accouchement. D'accord. Simplement, cet HPV... Mais c'est rare quand même, professeur Boudaoui. C'est pas rare. C'est pas le même HPV. D'accord. C'est un sérotype qui est différent. Différent, c'est ce qu'on appelle peut-être un HPV qui va donner le genre de virus. C'est-à-dire ça va être bénin, plutôt bénin. Bénin, mais qui peut être assez sérieux si l'enfant l'attrape, parce qu'il va toucher les voies aériennes. Est-ce que vous êtes en train de nous dire qu'il faut préférer des césariennes, par exemple, quand on est porteuse de HPV? Non, on ne rentre pas dans cette polémique parce que c'est toute une polémique. Faudrait-il d'abord qu'on sache que cette femme a cet HPV qu'on appelle condylome accumulé, c'est comme les verrues. Tout le monde, vous savez, tout le monde a eu des verrues, c'est très contagieux. Oui. Alors l'enfant, lorsqu'il passe à travers, donc au moment de l'accouchement, il peut avaler le liquide amniotique qui contient de l'HPV. Mais c'est pas l'HPV oncogène, mais qui pourrait être aussi dangereux pour le nouveau-né. Oui. Est-ce qu'il y a des symptômes, docteur Bouboula? Est-ce qu'il y a des symptômes chez une personne qui est porteuse du HPV? Alors, la plupart sont des infections asymptomatiques. Mais on peut avoir des infections génitales à répétition, une sensation d'inconfort génital. Et au stade de lésion précancéreuse du col ou au stade de dysplasie, nous pouvons avoir des métrorragies de contact, c'est-à-dire c'est des femmes qui saignent absolument après les rapports ou après un examen gynécologique. Oui. C'est grave quand on saigne? Pas forcément. Non, toujours chercher pourquoi. Pas forcément. On peut saigner par cervicite, c'est-à-dire une inflammation du col qui est banale. On peut saigner parce qu'il y a un petit polype. On peut saigner également parce qu'il y a quelque chose de sérieux. Et c'est là qu'on l'intérêt du suivi et du dépistage. C'est ça, du dépistage, mais aussi peut-être faire des examens supplémentaires. Alors on a parlé du dépistage, on a dit que essentiellement c'est le frottis, c'est ça aujourd'hui, en tout cas tel qu'il est fait chez nous. Qui est incontournable, même si on vaccine nos enfants. Je suis désolée, à l'âge adulte, dès qu'elles se marient, il faudra que ces femmes bénéficient d'un dépistage. Il faut rappeler que la vaccination n'exclut pas un dépistage, absolument. C'est un plus. Oui. On le fait à quel âge? À partir de quel âge on peut se faire dépister? À partir de 25 ans ou dès que la femme est mariée, au bout d'une année, la première année après le mariage. Il faut qu'on a des rapports sexuels. Dès qu'il y a des rapports sexuels. Dès qu'il y a des rapports, au bout d'une année, il faudrait faire son frottis. Et elle rentre dans le cadre du dépistage.
Absolument. Oui. Alors, un frottis cervical, c'est douloureux, professeur Bendaoud? Non. Pour dire aux gens, justement, pour rappeler peut-être, pour les femmes qui ne l'ont jamais fait, c'est le moment de le faire, oui. Non, c'est pas douloureux, c'est désagréable. C'est désagréable. Ça, je suis très... Il faut démystifier. Il faut démystifier cet acte. C'est un acte qui est banal. Qui est simple. Qui est simple. Il faut juste qu'on soit un peu à l'écoute des femmes parce que c'est quand même... Il est un peu mal vécu, hein. Parce qu'on introduit ce qu'on appelle un spéculum et qu'on va essayer, on dit gratter. C'est pas gratter, hein, c'est juste passer à travers au niveau du col. Mais c'est désagréable. L'idéal, c'est une préparation. Si le médecin, lorsqu'il reçoit cette patiente, je dis médecin, c'est-à-dire tous les partenaires. Je parle de la sage-femme, je parle du médecin généraliste, je parle du spécialiste. Quelle que soit la personne, on a tous une formation pendant notre cursus pour savoir faire un frottis cervico-vaginal. Désagréable, préparation, démystifier, et on a beaucoup à gagner. Oui. Il faut rappeler qu'on s'adresse à des personnes saines, hein. C'est-à-dire quand on parle de dépistage, c'est une personne qui n'a aucun symptôme. C'est pas une malade. Surtout pas parler de dire je vais faire une frottis à une malade. Ce n'est pas une malade. Absolument. C'est une dame comme madame tout le monde. Et dès qu'on peut la capter, c'est bien. Oui, absolument. Dans notre service, nous avons à peu près 8... dimanche, lundi, mardi, mercredi. Donc, on a 8 consultations qui font régulièrement des frottis. D'accord. 8 consultations par semaine. Plus une consultation spécialisée assurée donc, par le professeur Saïdi, qui prend tous les frottis pathologiques pour voir est-ce qu'on va aller. C'est une stratégie donc de vrai dépistage et qu'elle fait ce qu'on appelle une colposcopie. Là aussi, il faut démystifier. La colposcopie, c'est rien du tout. C'est une paire de loupes qu'on voit un peu plus profondément. C'est tout. Oui, c'est un examen quand même qui vient après le frottis, ça, un peu plus élaboré. Réservé. Voilà, un peu plus élaboré. On a parlé de la cadence, hein. Tout à l'heure on a dit que c'est une fois par an, et si c'est ça, hein, docteur Bilboula, rappelons-le. Alors le frottis. Alors les modalités de dépistage, c'est dès la première année qui suit le premier rapport sexuel. Nous avons un premier frottis, s'il est normal. On refait un deuxième frottis après 1 an, s'il est normal. Donc 2 frottis normaux à 1 an d'intervalle, en espace à 3 ans. Si nous avons un frottis anormal, il y a une autre stratégie de dépistage qui va inclure le test HPV et la colposcopie. Oui. Le vaccin aussi, hein, professeur Smati, d'une manière générale, hein, on ne parle pas uniquement en Algérie, le vaccin aussi, bien sûr, s'adresse à des personnes qui n'ont jamais contracté le virus, hein, rappelons-le. Alors pour une personne, par exemple, qui a déjà contracté le HPV, est-ce qu'il y a possibilité de se faire vacciner? Eh bien oui, non, c'est-à-dire là c'est pour la protection ne prend pas un seul HPV, elle prend tous les autres qui sont inclus et qui sont oncogènes. Oui, ça ne dispense pas et elle se fera suivre aussi. C'est pour cela que l'âge de la vaccination est choisi avant le début de l'activité sexuelle pour qu'une action de prévention primaire, parce que c'est la prévention primaire d'une personne qui n'a absolument rien, aucun contact avec l'infection, puisse bénéficier pleinement d'une action aussi importante. Donc il faut le faire avant, bien ça ne dispense pas, mais idéalement il faut le faire avant. C'est pour ça que ce sont les enfants avant l'âge de 15 ans qui sont choisis, parce que aussi c'est l'âge où ils ont une meilleure réponse immunitaire. Il y a d'autres considérations qui interviennent, hein, pas que l'âge de l'activité sexuelle, il y a la réponse immunitaire aussi des individus qui intervient. C'est pour ça que quand on a dépassé 15 ans, c'est pas le même protocole, on l'alourdit. Donc il y a d'autres considérations qui certainement n'intéresseront pas les femmes qui nous écoutent. Aussi à faire vacciner les enfants, disons-le. Les adultes, c'est beaucoup plus compliqué de vacciner les adultes. Les enfants, ils sont dans un milieu scolaire, c'est beaucoup plus simple aussi, hein, d'un point de vue organisationnel. Organisationnel, parce qu'on vaccine contre les maladies infectieuses et que les maladies infectieuses sont les enfants. Hein. C'est-à-dire, une fois qu'on est adulte, mourir d'une infection, je veux dire rougeole ou méningite pneumocoque, c'est-à-dire une infection à pneumocoque, c'est quand même plus rare. Donc c'est pour ça que ce sont les enfants qui sont ciblés, parce que les vaccins sont des vaccins contre des maladies infectieuses. Or là, nous parlons d'un vaccin contre une maladie non infectieuse, non transmissible, comme le vaccin de l'hépatite. Hein. Il faut le rappeler que c'est un vaccin contre le cancer, le carcinome hépatocellulaire. Les gens l'oublient, mais c'est pour cela que l'on vaccine et pas
contre l'infection hépatite. Donc nous avons déjà un vaccin de cet ordre-là que l'on fait dès la naissance. Donc ça ne choque pas les gens. Oui, absolument, c'est pas nouveau. Alors on a parlé de la cadence du frottis chez les personnes saines. Alors chez une personne porteuse de HPV, ça se passe comment? Si on a déjà le HPV, on doit se faire dépister? Tout dépend de son frottis, donc des anomalies cytologiques. Il est vrai que si on a une lésion de bas grade, ça veut dire que c'est bénin. Il ne faudrait pas s'inquiéter pour autant et rassurer la patiente et refaire le frottis au bout d'une année si c'est son premier frottis. Maintenant, je vous ai dit, en général, quand c'est des femmes jeunes, il y a la clairance virale et elle va éliminer ce virus dans les 18 mois, 3 ans maximum. Maintenant, si un HPV qui persiste, c'est-à-dire 10 à 20%, c'est celles-là qui vont présenter des lésions précancéreuses et que l'on doit prendre en charge pour éviter qu'elles n'évoluent vers un cancer du col ou un cancer invasif. Donc la colposcopie est là et on fait le génotypage. Oui, justement, il faut rappeler que le frottis n'est pas l'examen pour diagnostiquer le cancer. On va demander une batterie d'examens, c'est-à-dire si le frottis n'est pas bon, on va demander quoi généralement? À quel moment on va demander une colpose, que disait tout à l'heure le professeur Beldaoud, ou une biopsie par exemple? Devant des anomalies cytologiques, parce que quand le cytopathologie, vous faites un frottis, c'est sur l'âme. Oui. Vous allez prendre une spatule en bois pour prendre la région externe du col, qu'on appelle l'exocole, c'est l'épithélium alpigien. C'est en simplifié pour les gens qui donc, voilà, donc à ce moment-là, quand on a un frottis normal ou un frottis inflammatoire ou une infection, une atrophie chez une femme ménopausée, là on ne s'inquiète pas. Maintenant, quand on a un frottis anormal, on peut avoir des lésions de bas grade ou des lésions de haut grade qui peut concerner l'exocole, si vous voulez, ou l'endocole, c'est le glandulaire. Et à ce moment-là, la colposcopie s'impose. Et maintenant, les recommandations, quand il y a certains frottis où on vous répond ascus, c'est des lésions intermédiaires externes où on ne peut pas se prononcer. Et là, c'est le test HPV qui est fait de première intention. Ou devant un HPV persistant. Oui. L'évolution du HPV n'est pas la même chez tout le monde. On en a parlé tout à l'heure. Vous avez dit que certaines personnes ne se rendent même pas compte qu'elles ont le HPV. D'autres personnes vont voir ce virus persister. Il ne part pas spontanément. Qu'est-ce qui va nous exposer davantage à un cancer du col? C'est-à-dire, si je suis porteuse du HPV et une autre personne est porteuse du HPV, qu'est-ce qui va faire que cette personne va avoir un cancer et pas moi, ou à l'inverse? C'est la réponse de l'individu. Est-ce qu'il y a des facteurs? C'est ça. Est-ce qu'il y a des facteurs génétiques, par exemple? Est-ce qu'il y a des facteurs il y a des cofacteurs. Vous savez, l'HPV ne va pas évoluer de la même manière chez toutes les personnes. Il y en a qui disparaissent, il y en a qui rapidement, on parle de 10 ans. Ça, c'est la moyenne. L'évolution vers le cancer, c'est 10 ans. En moyenne. Mais il y en a qui, dès qu'on découvre, et des fois on ne découvre pas, c'est parti pour un cancer. Il y a cancer. Il y a le petit cancer, qui est ce qu'on appelle l'insitu. Et il y a le grand cancer où ça y est, ça va, on a des métastases, ça passe partout. Alors, ce qui fait que en matière de dépistage et en matière de réponse, lorsque nous faisons un dépistage, un frottis, on part. Je suis classique, parce qu'il y a des nouvelles recommandations qui sont plus modernes. En étant classique, et c'est la meilleure manière, puisque ça a fait marcher, ça a quand même fait réussir beaucoup de programmes. On capte une femme, on lui fait son frottis. Il nous paraît normal. On ne peut pas dire il est normal. Il nous paraît normal, l'aspect des cellules, l'aspect des... C'est vraiment comme Madame Tout-le-Monde. On lui refait un autre pour s'assurer. Parce qu'en un an, il peut évoluer rapidement. Chez certaines femmes, il peut évoluer rapidement vers le vrai cancer invasif. Si cette dame a toujours 2 frottis qui paraissent normales, nous allons lui espacer la surveillance, dépistage. Parce que le mot dépistage, c'est quelque chose de reproductible qui ne coûte pas cher. Absolument. Docteur Belboula, les facteurs, est-ce qu'on parle d'hérédité, par exemple? Est-ce qu'on peut parler d'hérédité? Est-ce qu'on peut parler de facteurs génétiques? On va parler de cofacteurs liés à l'hôte, qui est la patiente elle-même, à l'environnement et au virus lui-même. Donc, ce qui concerne la patiente, c'est le déficit immunitaire, c'est la présence d'autres maladies sexuellement transmissibles associées, c'est le tabagisme, c'est le comportement sexuel, les partenaires multiples, par exemple.
la prise de Quand on a des parents dans la famille, une personne qui a déjà eu un cancer du col, ça ne nous expose pas pour autant. Ce n'est pas comme le cancer du sein. Pas du tout. D'accord. Il n'est pas hormonodépendant. Et vous avez aussi des facteurs liés au virus lui-même, le génotype, la charge virale. La virulence. Ça, on l'a dit tout à l'heure. La virologie. Oui, J'ai absolument. oublié les infections à répétition et celles qui ont beaucoup d'enfants. La multiparité. La multiparité. Oui. Il y a la contraception aussi, la contraception gestative qui a été... Oui, ça a été prouvé également. Ça a été prouvé. La précocité aussi des premiers Le tabagisme, il ne faut pas l'oublier. Le tabagisme est incriminé, même passif. Même passif. Oui, aujourd'hui, il est incriminé presque au même titre. Voilà, 70% des patientes qu'on a eues par rapport à l'étude qu'on a eue dans le service, 70% de femmes étaient tabagiques passives. Et elles avaient des lésions précancéreuses. On n'était pas encore au stade de cancer du col. Oui. Alors après la disparition, parce qu'on va dire qu'au fil des années, on peut avoir un HPV par exemple pendant plusieurs années, et ce HPV va disparaître au bout d'un nombre d'années, mais on garde des lésions malheureusement. Est-ce que ces lésions peuvent évoluer aussi à un cancer après la disparition d'un HPV? Mais on a toujours des lésions. Les dysplasies, elles peuvent régresser, se stabiliser ou évoluer. Dans un tiers des cas, on peut régresser comme une reconstitution d'intégrome. On revient à l'état initial d'un tissu qui est tout à fait normal. Là, c'est quand il y a la clairance. Ça va dépendre de la dysplasie, si elle est légère, du modérée, degré de sévère, dysplasie, dans les bas grades. Mais il est important de continuer à faire un suivi. Quand on est dans un haut grade, c'est qu'on est déjà dans une lésion précancéreuse et il y a toute une batterie d'exploration, la colposcopie, le génotypage et parfois on est obligé à faire une conisation pour avoir un diagnostic et thérapeutique à la fois. Anticiper un peu sur ma prochaine question justement. Professeur Bendaoud, comment se fait parce que là aussi, alors on en parlait tout à l'heure de prévention primaire, on a dit qu'il faut le dépistage, il faut la vaccination, il faut beaucoup de pédagogie, mais là, quand on arrive à la prévention secondaire, là aussi, je pense qu'on a quelque part échoué malheureusement, parce que beaucoup de femmes porteuses de HPV évoluent en cancer, même si cela prend des années, on finit par avoir ce cancer. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui entre le moment où on contracte le HPV jusqu'au moment où on a un cancer? Est-ce qu'on a aujourd'hui des moyens de suivi? Est-ce qu'on a des procédés thérapeutiques qui nous permettent justement de prévenir ce cancer? Alors, pas de prévenir. Si, on peut prévenir ce cancer. Pourquoi? Alors, quand j'ai commencé à parler de ces frottis, une fois qu'on capte la femme avec un seul frottis anormal, on va la suivre. On ne la lâche pas des yeux. On ne va pas la lâcher dans la nature. Elle aura ses rendez-vous, elle sera suivie, tout en lui communiquant qu'elle risque. Il faut qu'on fasse peur. Parce que des fois, il y a des lésions qui paraissent banales. Il faut le dire, c'est une maladie mortelle. C'est une maladie mortelle, il faut absolument tirer la sonnette d'alarme, faire peur. Ça, Moi, je suis pour le faire peur. Je suis d'accord. C'est pour le bien de la malade. Parce que cette malade, quand elle sait qu'elle va avoir un cancer, elle sera plus vigilante et elle va observer. Et dans la stratégie de surveillance, ça devient de la surveillance et non plus du dépistage. C'est de la surveillance des femmes qui ont un frottis anormal. On peut aller de simples colposcopies, qui sont des jumelles, jusqu'à lui enlever son utérus. Dans la prévention. Dans la prévention du cancer du col. Si on voit que c'est des lésions... On peut faire une ablation prophylactique, on peut le faire aujourd'hui? Non. En fait, je pense que vous vouliez parler la prise en charge des lésions précancéreuses. Est-ce qu'on a aujourd'hui, par exemple, chez nous, ce qu'on appelle la cryothérapie? Bien sûr, vous avez des moyens chimiques, vous avez de la cryothérapie, la vaporisation par CO2, l'électrocoagulation, le laser CO2, le traitement chirurgical qui passe par la simple résection à l'anse. Attendez, on va s'attarder un peu, si vous permettez, sur... vous allez trop vite sur la vaporisation, par exemple CO2 ou ce qu'on appelle absolument le laser. Alors ces traitements, c'est des traitements de première intention, mais ça c'est dans les 6 premiers mois. C'est limité dans le temps, c'est ça? On va les appliquer à quel moment? Dès qu'on a une lésion précancéreuse du col, c'est ça. Il ne faut pas attendre. Mais en fait, il ne faut pas négliger aussi c'est-à-dire l'efficacité de ce traitement. Oui. L'efficacité de ce traitement, elle est conditionnée par le temps. Avant l'évolution vers le cancer in situ, c'est-à-dire au stade de dysplasie modérée à sévère, persistante.
D'accord, donc vous avez plusieurs moyens thérapeutiques en passant par allant de la destruction chimique. Ça se fait aujourd'hui au niveau des hôpitaux, la vaporisation CO2, ça se fait au niveau des hôpitaux? Non. Elle n'est pas disponible. Je n'ai pas connaissance. Elle est disponible au niveau du privé, c'est ça? Certains gynécologues. C'est vrai que le privé, c'est autre chose. C'est un appareil quand même qui est coûteux. Mais ça existe depuis des années à l'étranger. Oui. Même dans les hôpitaux publics à l'étranger. Dans les hôpitaux publics, c'est quoi l'azote liquide, c'est ça? Non, tout ce qui est cryothérapie, en général, on les adresse vers les dermatologues parce qu'on n'a pas le matériel nécessaire. Donc, on les oriente vers des dermatologues qui prennent en charge sur le plan thérapeutique. C'est regrettable quand même. On le fait à l'hôpital. Donc, on utilise de l'acide trichloroacétique. C'est tout ce qu'on a à nos dispositions. Mais ça c'est très ancien et beaucoup de médecins aujourd'hui... Très controversé. Voilà, controversé parce que ça laisse des séquelles. Mais il faudrait pas badigeonner tout le col et toute la cavité vaginale. C'est révolu, hein, moi je vous le dis. Sténoser l'orifice, oui. Aujourd'hui, on dit que c'est révolu. Le laser, c'est la vaporisation au laser. Directement au traitement chirurgical. Le meilleur traitement, c'est quand il est entre de bonnes mains. Oui, ça dépend. Professeur Bendaoud, sur la conisation, vous en avez dit tout à l'heure, parce que ça c'est très important. Quand on a des lésions persistantes, c'est ça, ou quand on a des lésions de haut grade, en fait. On le fait aujourd'hui quand on a ou alors on continue à surveiller. Quand il y a une lésion de haut grade, on est obligé. Quand on a une dysplasie. Alors une conisation, pour rappeler juste aux gens, qu'est-ce que c'est? Elle peut être chirurgicale. Au mieux par laser, c'est ça? Un petit bout de on l'a fait à lance diathermique, on l'a fait en consultation, on n'a pas besoin de faire une anesthésie générale quand on a la chance d'avoir la lance diathermique. On enlève un bout, on va dire un bout du corps. On enlève la lésion. Pour faire une étude qu'on appelle histologique. Le Fraudier est une étude cytologique. Il n'y a que la petite cellule qui se balade. Par contre, lorsqu'on fait une conisation ou une amputation, parce que c'est un peu plus poussé. C'est un peu comme une amputation aussi, la conisation. Il y a la conisation, il y a l'amputation. C'est deux techniques différentes. Mais on va lire les tissus. C'est-à-dire qu'on fait ce qu'on appelle une étude anatomopathologique. On est sûr à ce moment-là qu'il y a ou qu'il n'y a pas de lésion précancéreuse, peut-être un petit cancer débutant, peut-être un vrai cancer. Alors, la conisation, vous m'avez dit c'est un geste simple aujourd'hui. Quand on a la lance diathermique, oui. On est hospitalisé ou pas quand on le fait? Hôpital du jour. Non, hôpital de jour, ça se fait en hôpital de jour. D'accord. On peut reprendre sa vie le plus normalement du monde après. Normalement, sans problème. On analyse la lésion, on enlève la partie qu'on a vue. Il faut que ce soit le colposcopiste, qui a fait la colposcopie chez cette patiente, qui est censé faire la conisation, en tout cas à lance diathermique. Mais dans les hôpitaux publics, on est encore à la conisation chirurgicale ou bistouri froid. Ça se fait au privé, au laser aujourd'hui? Lance diathermique. D'accord. C'est plus simple, c'est plus simple, moins hémorragique, moins douloureux aussi, j'imagine, après. Qui nécessite pas une hospitalisation, qui se fait en ambulatoire. Mais quels sont les risques après quand on fait une conisation? Est-ce qu'il y a des risques après sur, par exemple, les accouchements précoces? Oui, il y a des risques d'accouchement prématuré. La sexualité aussi, est-ce qu'elle est altérée ou pas? La sexualité n'est jamais sur le plan sexuel, non, mais sur le risque d'accouchement prématuré, oui. Ça peut créer une incompétence au niveau du sphincter, si on peut dire le sphincter, l'orifice qui aura tendance à s'ouvrir plus facilement qu'un col qui n'a pas subi de chirurgie. Mais pour bien comprendre, la conisation, ce n'est pas une indication lorsqu'on a un cancer. Ça peut être une indication même avant, c'est ça? Très cancéreuse. Voilà, c'est des lésions la conisation thérapeutique. Donc parfois, on est amené à faire une conisation diagnostique devant une discordance des données cytocolpo-histologiques. On ne sait pas trop si on passe à côté d'un carcinome in situ. Donc on est amené à faire une conisation diagnostique pour être sûr qu'il n'y a pas quelque chose de grave. Oui, absolument. Quand on ne voit pas. Alors on termine avec une question, parce que c'est la fin de cette émission. On termine sur les traitements aujourd'hui du cancer. Alors bien sûr, vous avez parlé d'amputation ou d'ablation, malheureusement. Mais il y a d'autres traitements, bien sûr, la chimio, la radio. Le cancer avéré, bien sûr, ça dépend de la classification du stade de la maladie. Il y a la radiothérapie, la curithérapie, la chirurgie conservatrice ou radicale et les traitements adjuvants. C'est un cancer de bon pronostic? Non, finalement, on va dire non. Disons, si ça dépasse le 1B1, on est déjà dans le mauvais pronostic. C'est une classification, en fait, de la Oui, il faudra simplifier, justement. Disons que la survie à 5 ans est comprise entre 50 et 60%. D'où l'intérêt. Moi, je te dis, c'est pas un bon cancer. On retiendra un mot. C'est pas un bon cancer, ça.
C'est ça, c'est pas un cancer de qu'on rassure. Il ne faut pas rassurer. Non, mais on le dit depuis tout à l'heure qu'on a 50% de décès. C'est pas un bon cancer. C'est déjà édifiant. Évolutif qui est imprévisible. Nous sommes partis à des petits cancers in situ, c'est-à-dire juste au petit coin. Et en quelques mois, il a médecin. C'est la fin de cette émission, mesdames. Merci. Professeur Boudaoud, merci beaucoup. On retiendra un mot de cette émission, la prévention, dépistage et peut-être très prochainement, la vaccination sera également proposée aux plus jeunes. Merci, mesdames, d'avoir participé à cette émission, à cet effort de sensibilisation justement sur cette maladie. Merci à vous de nous avoir prêté attention. N'oubliez pas de nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Je vous revois vendredi prochain. Excellente suite des programmes sur Canal Algérie. À très bientôt. Au revoir.